envers les processus populaires en Colombie. Donc, avant de commencer, est-ce qu'il y a des Français qui ne parlent pas espagnol? D'accord. Bon, ou français, belge, enfin, est-ce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas espagnol? D'accord, très bien. Donc on va essayer de faire une traduction simultanée pour deux de nos intervenants qui parleront en espagnol. Ça va forcément enlever un peu de fluidité au débat, mais voilà, on va essayer en tout cas. Comme vous le savez, on va discuter aujourd'hui de la criminalisation et de l'extermination du mouvement social colombien. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un sujet grave, dur. Les chiffres sont assez déshumanisants, mais il y a clairement un délire arithmétique. Récemment, comme le rappelait Ángela María Robledo, lors du dernier débat à la Chambre des représentants, on en est presque à 500 dirigeants sociaux assassinés. Donc oui, effectivement, on peut parler d'extermination. Donc dans dirigeants sociaux, c'est à la fois défenseurs des droits humains, responsables de processus communautaires, ex-combattants du mouvement FARC. Donc ça regroupe tout cela. La criminalisation et les assassinats, donc en fait finalement ce sont deux violences. Il y a la violence vraiment de l'élimination, une violence physique, visible, mais il y a également une autre violence qui est un peu moins visible, celle-là, plus insidieuse, qui est tout le processus de criminalisation qui va de pair, évidemment, mais qui tous deux ont comme objectif commun d'assommer en fait le mouvement social et de soumettre la pensée critique, la soumettre au pouvoir politique. Et bon, évidemment avec l'objectif final de réussir un immobilisme populaire et une désarticulation de tout le tissu social, tissu de solidarité. Parler donc des assassinats de dirigeants sociaux, on ne peut pas omettre de parler du paramilitarisme en Colombie, qui a une longue et cruelle histoire en Colombie. C'est l'arme habituelle de l'extrême droite contre les insurgents, mais c'est aussi une réponse systématique de déstabilisation à chaque moment qu'il y a eu un processus de paix en Colombie. Donc c'est des moments en fait qui questionnent les privilèges de la guerre, et donc forcément, même si le gouvernement aujourd'hui affirme que ces assassinats sont des cas isolés, on est clairement là dans un contexte, en tout cas de l'héritage du paramilitarisme colombien, et on est face aux mêmes auteurs intellectuels. Donc on aura peut-être l'occasion, un de nos intervenants, d'en parler un peu plus en détail. Dans tous les cas, donc, il semblerait que la contestation sociale en Colombie nécessite d'être canalisée et même niée parfois. On a tout un tas de recours pour le faire. D'abord en l'assimilant, assimilant les défenseurs des droits humains, mais aussi donc tous dirigeants sociaux, à de la violence ordinaire, à des délinquants, au narcotrafic, à des questions de règlement de comptes. Dernièrement, là, il y a 2 jours, le ministère de la Défense colombien, justement, a réitéré cette vision en disant que la contestation sociale en Colombie était alimentée par les mouvements, les organisations armées colombiennes. Donc c'est clair, c'est une stratégie d'État qui est appuyée par tout un appareil aussi juridique et médiatique. Justement, on en viendra avec Andrea sur un cas de judiciarisation de la politique. Ça aussi, c'est une autre manière de criminaliser le mouvement social. Andrea nous en parlera un peu plus en détail. Dans tous les cas,
il semblerait que l'action collective soit une menace en Colombie. Dans la psychologie des masses, on a même assumé que la contestation sociale était un comportement irrationnel, pathologique. Voilà, la jeunesse déviante, une jeunesse qui menace, en tout cas qui est menaçante, dangereuse. Voilà, il y a toute une création un peu de l'ordre de la psychose qui accompagne cette stratégie de criminalisation. Un autre élément qui peut être important aussi ici, c'est l'élément médiatique. Hein. Donc évidemment, comme en France, vous imaginez bien, en Colombie, les médias ont aussi tendance à réorganiser le débat. Ce sont des acteurs politiques qui vont de pair avec le système politique colombien dans cette criminalisation. Donc voilà, c'est une presse, c'est une télévision qui tend vers la spectacularisation, qui va également appuyer le débat quand il est question, par exemple, voilà, c'est une question aussi de rhétorique, quand il est question de parler de plutôt de terrorisme. Voilà, l'usage du mot terrorisme assimilé toujours à la contestation sociale n'est pas anodine. Hein. C'est souvent, voilà, c'est une rhétorique derrière qui tend un peu à constituer un discours un peu binaire. Voilà, on pointe du doigt le méchant, c'est lui, pour éviter finalement de voir aussi quelles sont les causes réelles, les causes sociales et politiques de la contestation sociale colombienne. Voilà, donc il y a tout un aspect de dépolitisation aussi à travers les médias. Et pour finir mon introduction, avant de donner la parole aux intervenants, il semblerait aussi que c'est important aussi de dire que la criminalisation est aussi un moyen de désarmer la réflexion politique. Dans le sens où, en assimilant ces dirigeants, ces défenseurs des droits humains aux délinquants, on essaye un peu d'éluder les réelles causes de la contestation sociale en Colombie. Voilà. Donc on va commencer avec Paul-Émile Dupré, qui est conseiller auprès du Parlement européen pour le groupe de Gauche Unie. Voilà, qui va nous parler un peu plus, je pense, du rôle de la communauté internationale, ou du moins de l'Union européenne. Et Ok, donc je voulais d'abord commencer par me présenter. Donc je suis Paul-Émile Dupré, je travaille avec un comité sur les droits de l'homme qui est basé à Bruxelles, le comité Daniel Gillard, et aussi je travaille au Parlement européen comme conseiller de le groupe de la gauche unitaire européenne. À Bruxelles, sur la Colombie, on a connu pas mal de batailles assez importantes. On avait un ambassadeur paramilitaire qui s'appelait Carlos Arturo Marulanda, alors en coopération avec les mouvements paysans, la NUC, etc. On est parvenu à le faire virer de Colombie et finalement le faire emprisonner en Espagne avant qu'il soit extradité vers la Colombie et libéré par l'ancien fiscal. On a eu d'autres batailles importantes, comme par exemple le rejet du plan Colombie. Vous vous souvenez, ça a été quand même une bataille dans laquelle on s'est fort engagé depuis Bruxelles, avec l'aide aussi d'autres organisations, etc. L'Union européenne, au début, voulait se joindre au plan Colombie, qui est un plan militaire contre finalement la guérilla et le mouvement social surtout. Et donc ça a été rejeté par le Parlement européen. On a eu d'autres luttes, etc. Et dernièrement, on a pu démasquer 2 agents du DAS qui travaillaient à Bruxelles. Vous savez que le DAS, l'ancienne la police politique de la Colombie, a été démantelée parce qu'on a prouvé que cette police qui a été utilisée par Uribe et Santos quand il était au gouvernement, etc., en fait avait une action contre les démocrates en Colombie, mais aussi à l'étranger, notamment en Europe, dans différents pays, payait des gens pour agir contre les défenseurs des droits de l'homme, essentiellement, et puis les Colombiens opposants aussi qui, de façon démocratique, critiquaient le gouvernement. Donc le procès des personnes du DAS, les 2 personnes qui ont reconnu à Bruxelles, à la police belge, qu'elles travaillaient pour le DAS, ce procès a commencé ce mardi, 18 septembre. Malheureusement, beaucoup des faits sont prescrits. Mais le ministère public belge a décidé de continuer à poursuivre
pour un fait postérieur moins grave, pour pouvoir, lors du procès, rappeler que tout ce qui est prescrit, c'est pas parce que c'est prescrit que ça n'a pas existé. Voilà, donc ce ne sera pas puni, mais ce sera dit à l'audience qui commence ce mardi. Là, c'est un peu pour l'introduction. Bon, par ailleurs, je travaille au groupe de la gauche du Parlement européen, donc si éventuellement il y a des questions sur ces questions du Parlement européen, ça je peux y répondre après. Moi, je voudrais dire aussi que comme observateur, évidemment, de la réalité colombienne, ce qui caractérise, à mon avis, vraiment cette situation de la Colombie, c'est le terrorisme d'État. Donc ça, il faut quand même rappeler que la Colombie, même après l'accord de paix, et avant et depuis, moi je l'observe depuis plus de 30 ans, on a un État qui pratique le terrorisme d'État dont Maria a un petit peu illustré les choses. Et je crois que ça, c'est vraiment très important de dire que l'État utilise le terrorisme pour disloquer la résistance à ce modèle productiviste avancé néolibéral militarisé, quoi. On va dire seulement ce pays-là, un des pays dans lesquels l'avancée néolibérale militaire existe, c'est en Colombie. Et il utilise pour ça donc la terreur des groupes paramilitaires que maintenant ils appellent BACRIM, donc des bandes criminelles, etc. Ils ont toujours dit que c'était pas lié à l'État, et on a toujours su que c'était lié à l'État. On a toujours dit, et ça a été prouvé 1000 fois. Et il continue à le dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de complicité de l'État dans les BACRIM, etc. Et d'autre part, on l'utilise comme mécanisme, et ça c'est une différence par rapport au cône sud, à l'Argentine, etc. C'est que l'État fait semblant que c'est pas lui et utilise l'impunité comme mécanisme. C'est-à-dire je garantis l'impunité aux militaires, je garantis l'impunité aux paramilitaires, j'encourage d'une certaine manière à commettre des actes contre les gens qui veulent défendre finalement les communautés indiennes, les communautés paysannes, un certain modèle de développement viable, etc., soutenable écologiquement. Et je pousse un autre modèle économique, productiviste, destructeur, etc., en utilisant la terreur. Et après, on a bien vu en Colombie que c'est très orchestré. Dans les années 80, on a vu monter d'abord, il y avait beaucoup de prisonniers, tout d'un coup de prisonniers dans tout le pays. Et puis il y a eu la vague des assassinats ciblés, etc., de dirigeants. Et c'était dans tout le pays. Et puis on a vu la vague des disparitions forcées. Et c'était tout d'un coup dans tout le pays. Et puis on a vu les massacres qui ont commencé à se développer de nouveau dans quelques mois. Et ça s'est développé dans tout le pays. Et maintenant on voit une nouvelle vague qui est l'assassinat ciblé de dirigeants sociaux de niveau, disons, moyen ou locaux, très engagés sur le terrain et qui se font massacrer les uns après les autres dans tout le pays en même temps, enfin je veux dire de façon en même temps en quelques mois, etc. Et ça, qui peut faire ça s'il n'y a pas un organisme national qui concentre et qui coordonne ça? Donc moi, personnellement, comme défenseur des droits de l'homme, comme nous l'avions dit avant, pour les disparitions forcées, pour les massacres, pour les assassinats, etc., pour le massacre de la UP, on dit c'est coordonné par l'armée, par des gens de l'armée, éventuellement avec la complicité de gens civils aussi, mais il y a des organismes de l'État, on appelle ça le E2, ça a été documenté, donc un organisme d'État de renseignement qui en fait s'occupe d'ordonner à des gens sur place de massacrer certaines personnes ou de faire des actions, etc. Ça a été documenté, il y a des gens qui sont sortis de ces organismes qui ont parlé et qui disent comment ça existe, quoi. Voilà. Donc je crois que c'est une grosse caractéristique de la Colombie. Je vais essayer d'aller plus vite. Donc évidemment toute cette répression se voit aussi chez nous, avec tous les réfugiés dont beaucoup sont ici, que nous saluons, beaucoup de lutteurs, mais aussi par des cas, et on aura donc il y a des cas de faux positifs, non seulement en Colombie, donc des faux positifs pour les gens qui ne sont pas habitués à la Colombie. Les faux positifs, c'est quand l'armée présente des assassinats comme des résultats militaires positifs qu'ils ont pu faire, des victoires. Et en fait, ce sont des gens des quartiers populaires qui sont assassinés et qui sont présentés comme guerrieros ou terroristes, etc. Donc on parle entre 4 000 et 10 000 jeunes des quartiers populaires qui ont été assassinés de cette manière-là. Donc c'est énorme, quoi. Le journal Le Guardian a parlé de 10 000, normalement on parle de 4 000, mais ils osent maintenant dire carrément qu'il peut y avoir 10 000. Et ici en Europe, il y a aussi des gens qui sont arrivés, qui sont à Paris par exemple, on en parlera tout à l'heure,
des gens qui sont victimes de faux positifs. Il y a eu toute la vague des gens qui sont à Paris et qui étaient donc victimes d'être accusés d'avoir séquestré et tué Gloria Lara et qui sont dispersés dans l'Europe. Et maintenant, il y a encore d'autres, il y a des étudiants, par exemple, dont on parlera tout à l'heure. Alors, je crois que pour aller l'autre caractéristique de la Colombie, d'un côté le terrorisme, etc., l'autre caractéristique, c'est évidemment la résistance, toutes les formes de résistance qui existent en Colombie. D'abord, toutes les formes de résistance communautaire. Quand on peut consulter en Colombie, par exemple, sur les projets miniers, sur les projets destructeurs comme ça, les gens répondent massivement contre ces projets miniers des multinationales. On a vu ça à Cajamarca, des votes, des votes vraiment massifs de plus de 90% contre le projet de Cajamarca, mais aussi dans les régions, par exemple, proches de Bogota, etc. Il y a eu des consultations sur des projets pétroliers, etc., et qui ont été rejetés par les communautés. Bon, des mobilisations dans tout le pays. On voit maintenant cette mobilisation qui existe contre le méga projet Ituango. Donc Hydro-Ituango est un projet dans la région d'Antioquia sur la seconde rivière de la Colombie qui s'appelle le Rio Cauca. Et ce projet est en fait financé par la Banque nationale Paribas, BNP Paribas, et ça touche la France puisque c'est BNP, mais ça touche aussi la Belgique puisque c'est Fortis. Et donc ce projet dément d'un point de vue écologique, dément d'un point de vue communautaire, dément d'un point de vue de la défense de l'environnement, et est en fait, et en plus très mal construit, est en fait financé par ces organismes, une série de banques européennes, dont cette banque franco-belge, dont la PVDA d'Espagne et le Banco Santander, par exemple, d'Espagne aussi. Donc je crois que là, on a, nous, un rôle important de dénoncer ça. On a essayé de le faire à Bruxelles, on l'a fait devant le Parlement européen, devant une agence de la Fortis. On a mis 3 tombes là, on a mis de la terre, on s'est déguisé en agent de la banque, et on a proposé des produits financiers aux clients en disant voilà, en Colombie, on peut vous donner une bonne rentabilité parce qu'en Colombie, on peut tuer et l'État vous garantit l'impunité. Donc voilà, les clients étaient assez étonnés, etc. Mais voilà. Et aussi, donc ce qu'il faut dire, pour construire ce barrage d'Ituango, dans lequel il y a une résistance populaire très importante, contre lequel il y a une résistance populaire, il y a plus de 62 massacres qui ont été faits pour faire ce barrage et dans cette région, dont deux massacres qui ont été déclarés des crimes de lèse-humanité et qui touchent l'ancien président Uribe, parce que lui était gouverneur de la province d'Antioquia à ce moment-là. Et donc ça, c'est imprescriptible parce que c'est devenu crime de lèse-humanité et ce sera toujours derrière le président Uribe et les gens proches de lui. Et d'autre part, pour ce barrage, il y a eu plus de 1000 personnes assassinées. Donc 62 massacres, c'est-à-dire des gens, plus de 4 personnes assassinées en même temps, et près de 1000 personnes, dont beaucoup de personnes ont été enterrées en fait dans la zone même qui a été inondée, et donc on ne pourra jamais faire les exhumations. On a un camarade ici qui a passé plusieurs mois justement ici, Jonathan, qui est assis là et qui a filmé dans la région et qui va faire un film sur cette réalité et qui est venu aussi de Belgique avec moi. Voilà, alors au niveau pour parler aussi des résistances, évidemment, il y a eu le mouvement, il y a toujours le mouvement armé, et puis il y a toute aussi maintenant l'importance du mouvement politique dont on a pu voir les résultats lors des dernières élections, qui malheureusement n'ont pas triomphé, mais ont marqué quand même une poussée politique et une prise de conscience pour un projet, disons, éco-socialiste, on peut dire, un projet alternatif, etc., qui a été une poussée de 8 millions de votes. C'est quand même très très significatif et ça peut donner beaucoup d'espoir. Au niveau de la communauté internationale, je dois dire qu'il y a une grande complicité, malheureusement. Donc il y a eu un consensus pour appuyer le processus de paix, aussi bien au niveau du Parlement européen. Tout le monde a dit oui à la paix, parce qu'évidemment ça permettait aussi de désarmer les FARC, mais ça devient plus compliqué dès qu'il s'agit d'être critique par rapport au terrorisme d'État. Il y a de la complicité. Quand il s'agit d'être complice de l'expoliation économique du pays, il y a de la complicité, et ça se traduit par l'accord de libre-échange qui a été signé entre l'Union européenne et la Colombie.
et qui en fait aggrave le conflit social colombien, parce qu'il touche directement les paysans. Il ne permet pas aussi de sortir de la logique de la nécessité de la coca, de la drogue, etc. pour pouvoir survivre. Donc je crois qu'il faut continuer à dénoncer cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Colombie. La Belgique n'a toujours pas signé, ratifié, on est toujours derrière le Parlement wallon, le Parlement bruxellois, etc. pour essayer de ne pas ratifier cet accord de libre-échange qui est déjà en application provisoire. Il n'est pas en vigueur, mais il est en application provisoire avec la Colombie. Et je crois que c'est un élément aussi essentiel de la résistance en Europe, c'est de dénoncer cet accord de libre-échange qui en fait signifie continuer la violence en Colombie, vu qu'il pousse un certain modèle néolibéral d'expoliation du pays. Je peux en parler un peu plus sur l'accord de libre-échange si vous le désirez plus tard, mais je crois que j'ai pas le temps de le faire maintenant. Et donc, au niveau en tout cas de l'Europe, si bien il y a un appui formel sur la paix, etc., dès qu'on touche aux intérêts économiques, dès qu'on touche à la question de devoir rompre la complicité avec un certain modèle de terrorisme d'État, de répression, etc., on n'a plus du tout le même consensus et on se retrouve alors avec, malheureusement au Parlement européen, avec une minorité des groupes de la gauche, unitaire européenne, dans laquelle je travaille, les Verts, d'une certaine manière une partie chaque fois plus minime des socialistes malheureusement, mais aussi les nouveaux groupes comme Podemos, etc. sont avec nous, voilà. Mais on est certainement minoritaire au Parlement européen, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a perdu cette bataille de l'accord de libre-échange qui a été signé avec la Colombie. Je vais m'arrêter ici, j'ai encore plein de trucs à dire, mais je voudrais passer la parole aux autres. Merci beaucoup. Donc on va donner la parole maintenant à Olga Lucia Marin, donc, qui est déléguée du nouveau parti FARC, Force Alternative Révolutionnaire du Commun, donc ex-combattante des FARC et intégrante de la Commission internationale, mais aussi très véhiculée au sujet de genre. Bueno, buenas tardes. Bueno, ya Paul y María han hecho una exposición de la situación colombiana frente a el asesinato de los líderes políticos y sociales en Colombia. Y bueno, es como remarcar que el asesinato político en Colombia ha sido una forma de gobierno realmente de los distintos el régimen colombiano a través de los distintos gobiernos, y pudiéramos casi decir que el asesinato político en Colombia está establecido desde que matan a Sucre en 1830 como una forma de control político y social, y de ahí en adelante Colombia ha estado inmersa en la guerra en distintos periodos. En el siglo XIX, por ejemplo, fue sistemáticas las guerras, una forma de poder parar la resistencia de lucha del pueblo colombiano. Y en la época en que nosotros estábamos alzados en armas, siempre nos ponían en comparación con otros países que habían hecho resistencia a los estados sin necesidad de la lucha armada. Y una característica de Colombia, a diferencia de los otros países latinoamericanos, es precisamente esa, que se ha querido combatir la resistencia social a través del asesinato político. Donc on va devoir un peu le couper, mais pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, Olga expliquait que l'assassinat politique, c'est quelque chose de récurrent en Colombie. C'est historique, déjà depuis le XVIIIe siècle avec Sucre. Il y a eu déjà de la répression qui a tenté d'arrêter les résistances, et elle a vraiment dit que c'est une caractéristique de l'oligarchie colombienne d'avoir voulu toujours arrêter le souhait de liberté et des résistances du peuple colombien. Precisamente el surgimiento de las FARC, una de sus causas es el asesinato político. En vista de que se cerraban las puertas de poder hacer política
estar en contra del establecimiento, tener posiciones distintas, llevaron a que mucha gente en Colombia muriera, y después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán se agudiza, y bueno, en el 64 surgen las FARC en vista de que no había otra posibilidad de hacer política y no se podía permitir que siguieran asesinando a la gente. Esto nos lleva 53 años de lucha, donde se da una posibilidad nueva de poder cambiar las armas para hacer política legal. Elle expliquait que la FARC, à la naissance de la FARC, la cause, c'est avant tout les assassinats politiques. Et donc, en 1948, il y a l'assassinat de Jorge Eliezer Gaitán et toute la période de la violence. Et en 1963, quand est née les FARC, c'était pour ne pas continuer à être assassinés. C'était une réponse à la violence étatique. Et donc, depuis 53 ans, maintenant, il y a depuis, avec la paix signée, il y a l'essai d'arrêter, d'avoir une réponse armée à cette violence politique de l'État. Sabemos desde el momento en que nos propusimos entablar el diálogo que no iba a ser fácil, precisamente por esa política de Estado que está instaurada en el país. Pero también decíamos, la guerra no puede ser el fin de Colombia. Tenemos que buscar una forma distinta de hacer política, y esa forma distinta la tenemos que construir entre todas y todos. Y la posibilidad de salir de la montaña a interactuar con los distintos sectores políticos y sociales colombianos que nos permitieran consolidar una fuerte fuerza para luchar contra este mal que tiene Colombia, pues había que hacerlo, y le hemos apostado a eso. De ahí que para nosotros es importante en este periodo que se cumpla el acuerdo. Tenemos que luchar por él, tenemos que unir fuerzas para lograr que se cumpla y se implemente el acuerdo, y una de esas es que se elimine el asesinato político como forma de hacer política en Colombia. Nous savions que le dialogue n'allait pas être facile, parce qu'on connaît bien la politique de l'État colombien. Mais on s'est dit vraiment que la guerre n'était pas la solution, et qu'il fallait trouver une façon de vivre ensemble autrement. C'est pour ça qu'on a décidé de descendre de la montagne, et on a compté aussi sur le mouvement social pour que les choses avancent. Là, c'est sûr qu'il faut lutter pour la mise en œuvre des accords, que les accords soient vraiment mis en œuvre, notamment par le fait que cessent les assassinats politiques contre les leaders sociaux qui sont en train de se multiplier en Colombie. Y para terminar, quisiera solo ejemplarizar que estas últimas elecciones, la Colombia Humana, que es un esfuerzo de unidad de distintas fuerzas, logró algo que no se había visto en Colombia en toda su historia, que se sacara un caudal de votación en medio de la misma crisis que hay, en medio del asesinato de tanto líder social. Pues va mostrando la posibilidad de que realmente uniendo fuerzas, organizándonos, fortaleciendo las distintas organizaciones que tenemos, uniéndonos en pos de esto, que es sacar la paz de Colombia adelante, pues cambie también, porque la reacción pues siente los pasos cuando un pueblo está unido. No es fácil, siguen asesinando mucha gente, han matado mucha gente nuestra, pero también hay una característica, están matando a la gente, sobre todo de las FARC, la gente nuestra, que está no en los espacios territoriales, sino la gente que ha tenido que salir a buscar la vida, a resolver su situación económica mientras se logra
que la implementación se cumpla en cuanto a la reinserción de los combatientes y las combatientes, y eso muestra que es necesario unirnos porque solos, apartados, nos van a matar. El enemigo no perdona, pero también sabe que la lucha de los pueblos y la unidad de los pueblos es una forma de resistencia. Y de ahí la importancia de que la comunidad internacional nos apoye, porque a veces se hace mucho eco a la idea de que nosotros somos responsables, y cuando digo nosotros, el pueblo colombiano, de la situación que vivimos por la resistencia que hay. Y eso es lo más injusto que se puede plantear. Colombia necesita el apoyo de los pueblos y que le exijan a la Unión Europea el que no aporten a la guerra en Colombia, de que no compren armamento, de que no perdonen el genocidio del Estado colombiano y más bien que se apoye la resistencia del pueblo. Muchas gracias. Elle voudrait conclure en prenant l'exemple de la Colombia Humana, le mouvement qui, avec un accord des forces de gauche, a permis de recueillir un énorme flux de voix pour la gauche, pour une autre politique en Colombie. Malgré les assassinats, malgré cette difficulté à trouver la paix. Là, avec la Colombia Humana, il y a eu la possibilité de montrer que l'union des forces de gauche, c'est possible. Elle explique, ils continuent de nous assassiner. Ils tuent les nôtres, ceux qui sont sortis des espaces territoriaux. Mais c'est bien en étant unis qu'on va pouvoir résister. Elle appelle également à l'union des peuples et l'union de la communauté internationale pour faire pression sur l'État colombien. La Colombie a besoin du soutien des peuples pour faire en sorte que les accords de paix soient mis en œuvre et qu'on arrête d'assassiner. Merci beaucoup Olga pour ce partage d'expérience et pour une première fois à la Fête de l'Humanité où on a une représentante des ex-combattants des FARC.